8-9 ans aux Nations Unies ne m'ont pas suffi pour oublier Israël. Et donc, quand Israël a besoin de nous et qu'on vit loin du pays, on est là. Et je dis ça pour beaucoup d'Israéliens qu'on appelle aujourd'hui des gauchistes, qui ont été les premiers à revenir en Israël quand Israël était en danger. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Anne-Bert, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir parce que vous avez un parcours qui force l'admiration. En gros, vous avez, je vais résumer, dans le désordre, on y reviendra après. Vous avez été diplomate, vous avez travaillé aux Nations Unies, vous avez travaillé en Afrique pour le gouvernement d'Israël, vous avez travaillé en France pour le gouvernement français. Vous êtes aujourd'hui présidente des conseils du commerce extérieur de la France et vous êtes aussi chef d'entreprise puisque vous avez une société qui s'appelle Icar Innovation si je ne me trompe pas. Absolument, je l'ai fait. Ça m'a pris du temps pour devenir cette chef d'entreprise qui apparemment était en moi depuis longtemps, mais c'était pour moi prioritaire de commencer par apprendre sur le terrain avec toutes sortes de gens que j'ai rencontrés dans mon parcours. J'ai quitté la France très tôt. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous aviez très jeune l'amour d'Israël, vous aviez envie de venir ici, c'était un amour chevillé au corps. C'était d'abord quelque chose qui était ancré dans ma famille. On était tous sionistes, je viens du sionisme religieux, Rav Kook, tous orientés vers Israël et on a tous effectivement fait notre alia l'un après l'autre. D'abord ma grande sœur, puis mon autre sœur, puis moi, puis mon frère et puis mes parents après leur retraite. Pareil chez nos cousins. Donc, toute notre famille aujourd'hui est installée ici en Israël. Vous êtes venu, vous, à 17 ans, bac en poche. Vous n'avez pas étudié en France, vous avez étudié ici. Avec un rêve qui était de devenir diplomate et de servir l'État d'Israël. J'avais juste oublié que ça voulait dire ne pas vivre en Israël. Et quand je suis arrivée ici, j'étais tellement heureuse d'être enfin réunie entière avec mon rêve à Jérusalem, les années 80, qu'il n'était plus du tout question pour moi de repartir nulle part ailleurs. Et en fait, les circonstances ont fait que... Vous avez été rattrapée. J'ai été rattrapée. Par votre rêve. Fois, par ce rêve. Je me suis retrouvée avec effectivement un diplôme de sciences politiques et de relations internationales de l'Université de Jérusalem. Comment c'était pour vous à l'époque, ces années 80, être étudiante à la fac C'était extraordinaire d'abord parce que je suis arrivée, j'étais la plus petite, la gamine, celle qui avait 17 ans. Et enfin indépendante, loin de la maison. Donc, je me suis ouverte à déjà l'indépendance, les garçons, les fêtes, les sciences politiques qui m'ont progressivement en fait éloignée. La philosophie politique m'a éloignée de la religion. Okay. Je suis très juive et très sioniste, mais je ne suis plus du tout pratiquante, dogmatique. D'accord, on va dire. Et je relativise beaucoup. Et donc, travailler avec des gens passionnants, des professeurs comme Zeev Sternel, qui est décédé hier, à qui je rends un hommage, qui était avec le professeur Gutmann, le professeur Avineri, le professeur Arkabi, des héros des sciences politiques et des relations internationales en Israël et dans le monde. Donc, étudier avec des gens fantastiques. Les étudiants eux-mêmes, c'était des gens beaucoup plus âgés que moi qui avaient fait l'armée, passionnants, beaux. Je me suis engagée, j'étais scout, j'avais besoin d'un mouvement de jeunesse, je me suis engagée dans le parti Avoda. J'étais une des plus jeunes élues du parti Avoda. Donc à l'époque, qui était au pouvoir. Voilà. Non, voilà. Qui n'est plus grand-chose aujourd'hui. Mais j'ai gardé ces amitiés. Vous avez gardé ces amitiés et cette exaltation, on va dire, de l'époque et votre amour donc pour les sciences politiques vous a amené ensuite en Afrique. Alors ça, c'est encore une autre aventure à laquelle vous n'étiez pas préparée, peut-être. Une énorme aventure qui a complètement changé le cours de ma vie. C'est se retrouver, alors que j'avais vécu sur la ligne Paris-Jérusalem, chaque été en Caïtana, mise par mes parents pour m'imprégner du pays promis, de la terre promise, apprendre l'hébreu. Tout d'un coup, je découvre l'extrême pauvreté, la caricature que pouvait représenter à l'époque à Kinshasa, donc ça s'appelait le Zaïre, un ex-dictateur comme Mobutu, mais qui n'a jamais été vraiment élu, qui était peut-être un peu moins sauvage quand je l'ai connu et que j'ai eu l'occasion même de lui serrer la main, donc le léopard de l'Afrique, un pays qui est un scandale géologique, dans le sens où il détient toutes les richesses qu'on peut imaginer en termes de minerais,
Et pour autant, aucune redistribution, que de l'injustice. Et on commençait à voir poindre également, d'une part, le sida, qui avait été déjà découvert, et d'autre part, les pressions sur les ressources naturelles. Donc, on était à la veille du conflit au Rwanda-Burundi et du génocide qui a permis, en quelque sorte, de faire de la place dans un pays congestionné où il n'y avait plus d'accès aux terres et aux moyens de survie. Alors, qu'est-ce que vous faisiez là-bas, sur place? Quel était votre rôle au quotidien? C'était limité. Je travaillais pour l'ambassade d'Israël à Kinshasa. Il y avait une délégation militaire d'environ 20 hommes et leurs épouses. Il y avait également des coopérants au titre de la coopération sanitaire. Israël a monté beaucoup de projets de développement finalement en Afrique. Parmi eux, des hôpitaux, des dispensaires, On n'a pas fait que sécuriser les présidents avec des gardes présidentielles. On a aussi beaucoup aidé au niveau agricole. Donc, j'avais vu tous les aspects de la coopération d'Israël à l'époque s'exprimer à Kinshasa, qui servait de base régionale. Israël a très peu d'ambassadeurs en Afrique jusqu'à aujourd'hui, même encore moins que ce que ça pouvait être dans les années 80, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour financer toutes les ambassades. Donc, les ambassades à Abidjan desservent tous les pays avoisinants, à Yaoundé, les pays avoisinants, etc. Alors, il n'y a plus d'ambassade à Kinshasa. Quand vous voyez aujourd'hui justement les relations qu'Israël a développées avec l'Afrique, notamment en matière d'agriculture, toute cette entraide qu'il y a entre les Israéliens et les Africains, est-ce que ça vous fait chaud au cœur? Est-ce que vous avez l'impression que votre travail commencé il y a longtemps se poursuit? J'ai l'impression que la vie m'a donné l'occasion finalement de planter un certain nombre d'idées et d'impressions fortes, comme on dit en hébreu, des expériences, des chavayot, qui beaucoup plus tard, il y a 4 ans, m'ont permis de créer, de définir déjà mon projet professionnel, le vrai, celui qui va me porter pendant les années qui viennent. Et la graine qui a été plantée à l'époque, on aime bien les faux aussi. Hein. Les faux, vos faux projets professionnels nous vont très bien également. Mais c'était un apprentissage. Ouais. Et on est tous le fruit d'une maturation. Et donc l'Afrique, ça a été déclencheur de j'ai envie de faire ce qu'on appelle maintenant tech for good, c'est-à-dire trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et donc c'est là-bas que ça s'est enclenché, votre amour du développement durable. Oui, d'ailleurs je suis pas revenue en Israël après l'Afrique. J'ai senti qu'il fallait que je me spécialise dans les pays du tiers-monde. Et donc le pays le plus tiers-mondiste qui soit, c'était pas Israël, c'était la France. Donc je suis revenue à Paris. En plus, les études étaient gratuites. Alors, vous avez quitté l'Afrique au bout de 2 ans. Oui. Vous avez été mis dehors au moment de la Révolution, on va dire ça comme ça. Au moment où Mobutu a été renversé. Donc, vous êtes parti et vous êtes revenu à Paris pour vous spécialiser finalement. En économie du développement, parce qu'à l'époque, le développement durable, ça n'existait pas encore. En tout cas, on ne pouvait pas l'étudier. Et donc, je me suis retrouvée avec des profs géniaux qui venaient de plein d'horizons. Et notamment, une prof qui m'a beaucoup marquée, s'appelait Geneviève Rocher et qui travaillait comme haut fonctionnaire aux Nations Unies. Et ça, c'était le rêve du moment. C'était pouvoir la rejoindre et comme elle, faire de la diplomatie multilatérale. Et donc, je suis rentrée aux Nations Unies au bout de ce DESS, d'abord en stage, puis... Oui, c'est ça, c'est important de le dire. Pour 8-9 ans. On peut accrocher les wagons aux Nations Unies en stage, quand bien sûr on a un dossier qui vaut le coup, mais c'est une porte d'entrée intéressante. Le stage faisait partie des études. Quand on fait un DESS, on fait un stage. Donc, j'avais fait un DESS et un DEA. Le DEA devait me mener au doctorat. Donc, j'ai fait un stage et commencé un doctorat. Et puis, c'est le stage qui a gagné. C'est le stage qui a gagné parce que vous avez adoré ce que vous avez fait aux Nations Unies. Vous y êtes resté 8 ans et c'est là-bas que vous avez commencé à bâtir ces fameux projets de développement durable. On était juste après Rio. Juste après le sommet de la Terre qui venait de se tenir au Brésil. Donc, il y avait déjà une base de grands accords intergouvernementaux signés sur lesquels s'appuyer. Le principal enjeu qu'on avait au sein de l'équipe, ça s'appelait l'équipe Population and Quality of Life, c'était de voir comment on expliquait aux parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders aux Nations Unies, ce qu'il fallait faire pour arriver à changer le monde. Donc, on conceptualise beaucoup, on trouve les mots, on explique, on sensibilise, comme on dit sensitization. Donc, j'ai coécrit des rapports internationaux, des articles traduits en 39 langues, etc., pour essayer de mettre d'accord des scientifiques. C'était tout à fait au début de ce qu'on appelle le Intergovernmental Panel for Climate Change, c'est-à-dire l'entité
abrité par les Nations Unies, qui statue chaque année sur les scénarios du changement climatique. Et donc, on était en train de modéliser, donc s'appuyer sur des scientifiques pour modéliser, pour sensibiliser les décideurs, pour qu'ils aient une base pour se benchmarker, parce que il faut que leur politique ait un impact et un objectif. On a fait toute cette structuration-là. Alors, je crois que ce que vous avez beaucoup aimé aussi, c'est les échanges, les rapports humains, parce que vous aviez des pays qui étaient certes pas toujours amis avec Israël, mais qui étaient tout simplement des hommes et des femmes. Et c'est sûr que parfois les rapports humains sont beaucoup plus simples, voilà, entre hommes, tout simplement, quand on regarde le côté humain, qu'on oublie un peu la politique. C'est ce que vous avez beaucoup aimé, je crois, pendant cette période. J'ai adoré cette période. J'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, on était au tout début du processus de paix entre Israël, les Palestiniens et certains pays arabes qui suivaient la chose de près. Il faut comprendre les Nations Unies. Les Nations Unies étaient vécues par les Israéliens comme hostiles. Les Nations Unies, c'est très vaste. Il y a le secrétariat général à New York, et puis il y a des organismes spécialisés qui ont un mandat. Le mandat de l'UNESCO qui est hébergé à Paris, c'est l'éducation, la culture, les sciences, la communication. C'est des choses qui sont assez abstraites et donc faciles à politiser. Et donc, c'est une des organisations les plus politisées, effectivement, de l'écosystème des Nations Unies. En plus, c'est en France. Il y a beaucoup de ressortissants arabes qui viennent facilement travailler à l'UNESCO. Et les Israéliens sont totalement minoritaires. Parce que quand on travaille aux Nations Unies, on est fonctionnaire international. Donc, on est censé s'élever au-dessus de sa nationalité. Mais en même temps, notre candidature est présentée par un pays. Donc, moi, je devais choisir. Israël avait droit à 2 représentants parce qu'il y a des quotas en fonction de votre cotisation. Et on était à quota 0. La France avait un quota de, je sais pas, disons 15. Et ils étaient à 25. Donc, j'ai postulé en tant qu'Israélienne. Et j'étais au service de la société civile israélienne en tant que la seule représentante, finalement, dans les équipes de l'UNESCO de nationalité israélienne. Donc, plein de projets arrivaient à moi. D'ailleurs, pas forcément des projets de juifs israéliens, des projets d'arabes israéliens, des projets de Neve Shalom, un village mixte, qui arrivaient jusqu'à moi et qu'on portait au sein du secrétariat de l'UNESCO pour essayer de les aider. Et donc, ça a été une période, le processus d'épée venant très rapidement, où j'ai pu, bénéficier de cours d'arabe, être la première israélienne, entre guillemets, puisque je suis franco-israélienne. Je suis ni, je suis et. Donc, la première franco-israélienne que beaucoup de pays arabes pouvaient approcher à la cafétéria. Je me suis fait plein d'amis. Vous posez des questions et tout simplement discuter. Discuter, il y avait pas de moyen à l'époque. Ouais, les choses étaient très très séparées. Donc j'imagine que vous avez dû vivre des moments très forts aussi pendant cette période, parce que vous avez rencontré plein de gens différents forcément. Ouais, les moments les plus forts, c'était les moments où je sortais de France pour aller avec mon passeport bleu ciel dans différents pays. Et parmi ces pays, il y a eu notamment la Palestine. Je me suis retrouvée à Gaza en tant que fonctionnaire des Nations Unies sur les questions de développement durable, de pression démographique et de qualité de la vie. Et qualité de l'eau aussi, j'imagine. Qualité de l'eau en particulier, c'était un des sujets sur lesquels j'ai le plus écrit à l'époque. Donc en relation avec les personnes, le ministère du Plan, le ministère des Relations extérieures et même l'armée, les officiels palestiniens. Et c'était absolument passionnant. Et j'ai croisé énormément d'Israéliens à l'époque qui allaient aussi à Gaza. Des Israéliens qui étaient des journalistes, des chercheurs, des officiels, des diplomates du ministère des Affaires étrangères israélien, mais qui étaient détachés pour la question palestinienne. Je me suis fait vraiment une opinion basée sur des relations de confiance, sur des relations humaines. Sur et des gens complètement différents de tous bords. Vous avez vu des gens de tous bords, côté israélien, des gens qui venaient avec beaucoup d'a priori anti-arabes, d'autres qui, au contraire, ont compris que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'ils imaginaient et qu'on pouvait pas rester aveugle aux oppositions qu'il y avait de l'autre côté. J'étais avec Guidon Levy, qui est aujourd'hui un des journalistes les plus smolan, comme on dit en hébreu. On peut dire ça comme ça, horreur plus extrême, les plus extrêmes, on va dire, mais c'est juste un humanisme radical qui s'exprime dans Haaretz. Mais j'étais aussi avec Ben Dror Yemini, et je suis restée d'ailleurs extrêmement liée à Ben Dror Yemini, qui vient juste de sortir
L'industrie du mensonge en français qu'il faut absolument lire. Ben voilà, comme ça, en même temps, ceux qui nous écoutent prennent des conseils littéraires, c'est bien. Alors, évidemment, ça paraît complètement fou comme, on va dire, comme parcours. En même temps, vous étiez collé à vos rêves de faire de la diplomatie, vous étiez en plein dedans. Mais de la diplomatie, en fait, on va dire concrète, pas politique, mais vraiment par rapport à cette idée de développement durable, quelque chose qui allait changer les peuples, changer les pays, peut-être. Absolument. Je pense que la diplomatie d'il y a 100 ans ou du début du siècle dernier n'a rien à voir avec la diplomatie aujourd'hui. On est beaucoup plus réaliste, on se rend compte de la dimension économique. Le ministère des Affaires étrangères français a créé une direction des entreprises au sein même du dispositif politique régalien. Donc on a un besoin de lier l'économique, le technologique, le culturel, le politique, tout ça, ça marche ensemble. Maintenant, où se positionner dans cet échiquier? Où est-ce qu'on peut être le plus utile pour finalement lier ces deux pays, la France et Israël, ou même au-delà, faire que le développement durable vienne nous sauver du péril climatique, des gros enjeux, je dirais. Ça dépend des opportunités, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans mon rôle aujourd'hui de femme indépendante, d'entrepreneur, faisant de la diplomatie technologique, de l'intelligence économique. Je suis plus à l'aise dans ce rôle-là parce que je suis indépendante. Car c'est difficile. On n'imagine pas à quel point c'est difficile d'être l'avocat d'un pays en permanence. Qu'est-ce que c'est un diplomate? C'est quelqu'un qui doit plaider pour un client qui est son patron, unique. Il a un seul client, c'est un avocat, mais il n'a qu'un client et il peut pas en changer. Il n'en change qu'à la faveur des élections. Là, vous êtes beaucoup plus libre aujourd'hui depuis que vous avez monté votre structure. Mais alors, avant ça, évidemment, il y a eu encore d'autres étapes et notamment un jour de 2000, vous recevez un coup de fil qui va en fait changer votre, on va dire, direction professionnelle. Un coup de fil un peu saisissant qui a dû vous faire froid dans le dos. Ouais. 8-9 ans aux Nations Unies ne m'ont pas suffi pour oublier Israël. Et donc, quand Israël a besoin de nous et qu'on vit loin du pays, on est là. Et je dis ça pour beaucoup d'Israéliens qu'on appelle aujourd'hui des gauchistes, qui ont été les premiers à revenir en Israël quand Israël était en danger. Donc effectivement, grâce à mes relations côté palestinien, j'ai eu un coup de fil début juillet 2000, donc ça faisait 9 ans que j'étais aux Nations Unies, me disant qu'il venait d'y avoir une réunion du bureau directeur de l'OLP, à l'époque Arafat était rentré à Gaza, de Tunisie, et que la décision a été prise par une faible majorité de reprendre l'intifada. Donc c'est l'annonce de l'intifada numéro 2. Donc il faut se rappeler, intifada numéro 1, 88-89, processus de paix, Oslo, etc. Donc ça veut dire que malgré le processus de paix, malgré les efforts de tous ceux, à tous les niveaux internationaux et nationaux, ont essayé de faire avancer les choses, on allait rechuter dans un bain de sang. Alors on vous appelle pour vous dire quoi? Pour me dire que l'intifada vient d'être votée, décidée. Et on vous demande de l'aide? Et on me dit, écoute, toi qui es là comme moi pour la paix, viens, on fait ce qu'on peut. Donc j'appelle Israël, j'appelle mes correspondants en Israël, j'appelle le monde entier, tous ceux qui doivent être appelés. Et finalement, je parle à quelqu'un qui me dit, tu sais, il y a la Chambre de commerce France-Israël, basée à Paris, donc, qui cherche un nouveau directeur et tu pourrais revenir au bilatéral et gagner ta vie, parce qu'il faut gagner sa vie quand même. Donc je quitte les Nations Unies. Je mets ma candidature, je quitte les Nations Unies, je fais connaissance du président Bernard Attali, que je salue. Et on a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi pour faire naître un certain nombre de projets qui existent toujours, axés sur les partenariats technologiques. Donc ce coup de fil a décidé un peu de votre avenir, parce que c'est à ce moment-là que vous décidez de revenir vivre en Israël. J'ai toujours voulu revenir vivre en Israël. Et c'était difficile parce qu'il faut gagner sa vie. Il faut gagner sa vie et puis... à certains niveaux de compétences aussi. J'étais très bien installée en France, j'avais une famille, on ne vient pas non plus, puis il y a des avions, et on peut venir voir sa famille et son pays. Donc non, j'ai toujours été très française et très israélienne et ça m'allait bien, mais il n'était pas question de rester éternellement en France. Il fallait rentrer en Israël à un moment donné. Et là, travailler avec Israël tout en restant en France, c'était un bon compromis, surtout qu'il fallait revenir au bilatéral à ce moment-là. Israël était redevenu plus important que les idéaux multilatéraux.
Donc vous enchaînez, on va dire, et vous plongez dans la diplomatie économique. Tout à fait. Et vous trouvez des partenariats. Vous faites beaucoup de boulot, on va dire, pendant 2 ans et demi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, progressivement, le développement durable, sur lequel j'avais développé une expertise, était devenu l'enjeu des entreprises, du secteur privé. C'est-à-dire tous ces accords internationaux qui sont votés à Rio ou ailleurs, qui se déclinent après par des conventions européennes pour ce qui est des pays européens, puis au niveau de chaque pays, des quotas, des targets, qui sont obligés de se mettre aux normes, en fait, tout simplement. Tout à fait. Ouais. Et donc ça redescend progressivement sur les entreprises les plus importantes, les plus consommatrices d'énergie, les plus polluantes, et puis progressivement sur les autres, sur les entreprises cotées qui ont donc un statut public, sur l'État qui doit devenir exemplaire, etc. Et donc tous ces gens-là avaient besoin de consultants, de conseils, d'expertise développement durable pour leur transition développement durable. Et j'ai réalisé que je pouvais utiliser mes connaissances économiques, mes connaissances business, mes relations business, et également ma sensibilité développement durable pour faire quelque chose qui avait du sens. Okay, comme on dit maintenant, du purpose. Ok, alors donc vous avez continué là-dedans, dans ce domaine que vous aimiez en plus. Tout en restant en France. Tout en restant en France. Mais après, lorsque vous êtes revenu en Israël, il y a à peu près, on va dire, 7-8 ans. 7-8 ans. Et là, ça a été à la faveur d'un appel à candidature du ministère des Affaires étrangères français, cette fameuse direction économique, la direction des entreprises, qui cherchait à créer des postes dans le monde de personnes qui seraient détachées pour s'occuper des questions d'innovation. Et le premier pays dans la liste, c'était Israël. Donc la première nomination, ça a été annoncé par le président Hollande, pour ceux qui se souviennent, en 2013, quand il est venu, fin 2013, faire un voyage bilatéral, qu'il a été accueilli à l'époque par Shimon Peres et par Netanyahou, déjà, et qu'il a annoncé la création d'un poste d'expert technique à l'innovation. Et donc, vous avez été la première nommée à ce poste-là. J'ai bataillé pour la première fois de ma vie pour avoir ce poste parce que ça me permettait de revenir en Israël, de faire de la coopération, de travailler pour les 2 pays, puisque l'enjeu c'était de faire de la coopération technologique. Donc ça bénéficiait aux 2 écosystèmes. J'ai bataillé. Et j'ai été aidée par quelqu'un que j'ai aussi perdu récemment, qui est Claude Goasguen. Ouais, on le salue évidemment, Claude Goasguen, qui a défendu ma candidature en Israël, qui m'a beaucoup poussé et beaucoup aidé, qui était à l'époque président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. On se souvient, bien sûr, on se souvient de lui, de ses discours incroyables, très courageux souvent. Voilà. Alors, donc, il vous a aidé, vous êtes venu, vous avez pris ce poste qui vous a, je crois, occupé pendant plus de 2 ans. À peine 2 ans, et on a relancé en fait la machine bilatérale à financer des projets où une start-up et une entreprise française se mettent d'accord pour développer ensemble une technologie, un produit, un service dans lequel on puisse développer également de l'IP. Il faut qu'il y ait de la propriété industrielle à déposer. Et à cette condition-là, on peut bénéficier d'aide de chaque pays. L'Israélien reçoit de l'autorité d'innovation et le Français reçoit du côté français. Donc on comprend que ce sont des deals win-win, évidemment. Et alors, juste par curiosité, pour nous qui sommes profanes dans la matière, qu'est-ce que la France, en tout cas les entreprises françaises, cherchent en termes d'innovation dans les startups israéliennes? Ça va tout azimut ou il y a des domaines particuliers? La France et Israël ont chacune des domaines d'excellence. Ok. Donc, notre rôle à nous qui sommes des bandes passantes, que ce soit au niveau des organismes publics, donc aujourd'hui l'équipe de l'ambassade de France en Israël ou l'équipe de l'ambassade d'Israël à Paris, ou les consultants indépendants, donc le secteur privé, notre rôle, c'est de trouver ces complémentarités. Et donc il y a des secteurs dans lesquels, on n'y pense pas toujours, les Israéliens sont tout à fait de pointe, et les Français sont les plus gros fabricants. Prenez Essilor par exemple, et l'optique. Ouais. On a une complémentarité. C'est même pas une niche, une très grosse niche, mais les gens n'en parlent pas. Donc on a des complémentarités dans un tas de domaines. Alors pourquoi la complémentarité avec Essilor? Juste pour aller au bout de l'idée, quel est le... Non, alors on a des champions du verre en Israël. Ok. Pardon, en France, on a des champions. Essilor. Voilà, des groupes
qui fabriquent des verres, qui pèsent sur l'économie. Et on a ici en Israël des technologies de pointe sur tout ce qui est vision et matériaux et nanotechnologie. Et donc, on a un vivier de technologies dont ont besoin certains groupes français. Je dis, il y a beaucoup de groupes français qui vont, à la faveur de la révolution digitale, trouver des solutions data, big data, des solutions de traitement des données, des solutions de quantum technology ici en Israël, des solutions d'intelligence artificielle. En gros, Israël est très bien positionné aujourd'hui, malgré le corona, pour rebondir sur les nouveaux métiers, les nouvelles offres, les nouvelles priorités du monde post-épidémie. On dispose vraiment d'un vivier de technologie, d'un portefeuille de brevets qui va nous permettre de rebondir. D'accord, donc c'est-à-dire que l'effet Corona aura, certains ont dit que pour les startups ça allait être compliqué au niveau justement des financements, au niveau de leur développement, mais vu les techniques de pointe qu'elles possèdent, vu les produits qu'elles développent, vous nous dites que justement grâce entre guillemets à la pandémie, elles vont savoir tirer leur épingle du jeu. Alors sans vouloir faire de généralité, mais je trouve qu'aujourd'hui, au travers de mon activité, Icar Innovation, donc société. Oui, parce que là aujourd'hui vous êtes à votre compte. Donc je veux bien préciser que je parle pas au titre d'un gouvernement et que j'agis pas au titre d'un gouvernement dans ce cas précis. Donc je suis aux côtés des startups pour les aider à, on va dire, pivoter Corona, c'est-à-dire trouver des applications, des use cases dont le monde a besoin, pouvoir se positionner dans des appels d'offres dans lesquels il y a un tas de raccourcis qui fait qu'on va pas attendre des mois pour avoir la réponse et pour débloquer l'argent. C'est-à-dire que du coup, le marché est beaucoup plus dynamique. Pour certaines startups qui ont réussi à pivoter rapidement en quelques semaines, qui avaient peut-être anticipé depuis janvier-février en voyant ce qui se passait en Asie, et qui ont pu déjà en mars-avril se positionner, oui, c'est une aubaine. Parce que là où elles auraient mis beaucoup de temps pour décrocher des financements publics, les financements sont au rendez-vous. Elles ont été remarquées dans un certain nombre d'appels à projets, de concours, elles ont reçu des prix, elles ont été nominées, etc. Donc j'accompagne quelques startups en particulier dans des thématiques. Je vais prendre un exemple. Pour que l'économie et l'activité reprennent réellement, il faut qu'on soit capable de faire rentrer dans un espace confiné des gens dont on sait qu'ils sont potentiellement clean. D'accord, ok, clean. D'accord. Je parlais d'un espace confiné. Malade. Un train, pour les faire monter dans un train, pour les faire rentrer dans une salle de spectacle. Combien de temps on va tenir avec 70 personnes dans une salle de 250 places? Donc, il faut être capable de faire des tests pas chers et suffisamment fiables. Aujourd'hui, même les tests PCR qui sont réalisés sont chers par les hôpitaux et par les copatroliers, les caisses d'assurance maladie, je veux dire, les copatroliers, les dispensaires. Merci. Ne sont pas à 100% fiables. Donc, on a un tas de faux positifs, de faux négatifs, etc. Donc, il faut arriver à avoir un test qui passe en dessous de 2 ou $1 la pièce et qui permet de rentrer dans un centre commercial et savoir qu'on ne va pas contaminer qui que ce soit. Et donc, le gros enjeu du mass screening ou du mass testing, au prix de masse, a été relevé par 4 entités israéliennes. Donc, certaines sont des startups dont Icar Innovation s'occupe. Voilà. Alors, il faut dire aussi évidemment que vous avez, voilà, vous cherchez maintenant à aider toutes ces startups parce que vous capitalisez sur votre expérience dans tous les domaines. Vous avez aussi, il faut le dire, il faut préciser qu'on se rend bien compte parce que parfois on entend les gens qu'on reçoit ici, mais on ne mesure pas la valeur, en tout cas l'importance de leurs actions. Vous avez bossé pour des entreprises du CAC 40, évidemment, notamment Engie et Valeo. Donc Engie, c'est une entreprise qui était anciennement Gaz de France, c'est ça? Oui. Je travaille pour Engie et Valeo actuellement aujourd'hui, depuis 4 ans.
Et donc, on représente la partie innovation, investissement, parce que Engie n'est pas présent sur le marché israélien, n'a pas de marché, ne produit pas d'électricité ici en Israël. En revanche, on y cherche de l'innovation. Du côté de Valeo, qui est moins connu du public parce que c'est un équipementier automotif, donc ceux qui travaillent dans l'automotive connaissent bien Valeo, on est à la recherche également de technologies pour être intégré par cet intégrateur dans son offre, au bénéfice des grandes marques de voitures. Donc on est dans des domaines très différents qui ont été impactés de manière très distincte par la crise, par le corona, dans nos manières de travailler. On travaille maintenant à distance les uns avec les autres, donc je fais partie des équipes d'Engie comme des équipes de Valeo. Ouais, alors c'est passionnant. Alors, je suis obligée de vous poser une question parce que c'est vrai que ces dernières années, et on comprend lorsqu'on vous entend parler, Israël est devenu on va dire une destination tech touriste, comme on dit, ou une destination où on vient examiner, on vient regarder de près ce qu'il se passe dans les startups. Aujourd'hui, on ne peut plus voyager, donc les grands chefs d'entreprise ne peuvent plus venir découvrir Israël d'abord et voir ce qu'il se passe concrètement dans ces startups. Est-ce que ça va impacter forcément le développement de ces startups? Est-ce que ça va compliquer votre travail? Comment vous allez faire? Tout le monde doit s'adapter, c'est clair. C'est très difficile d'introduire deux personnes et de les marier sans qu'elles se rencontrent. Eh ben c'est ça. C'est pareil c'est entre arrivé. les entreprises. On a vu ça pendant le corona, mais bon. On a même vu Intel acheter Movit en 3 semaines sans se rencontrer physiquement, mais bon, on avait des Israéliens de part et d'autre. Et ça facilite la compréhension culturelle. Et donc, difficile de faire ce qu'on appelle une due diligence sans rencontrer les équipes. Donc, je sais que Engie et Valeo se reposent sur leur structure locale ici pour faire le travail. Donc, notre rôle est encore plus important puisqu'on est dans l'écosystème israélien pendant que eux ne peuvent pas se déplacer, et réciproquement. Et pour autant, Israël a réussi cette dernière décennie à se créer une image marketing de Startup Nation, avec le bouquin, avec tout ce qui va bien. Et c'est vrai qu'on arrive à ouvrir les cœurs et les esprits, à inspirer, comme un de mes collègues en France dit, à ouvrir les chakras, en faisant venir les gens ici, à Ben Gurion, à l'aéroport, quand ils voient le soleil, la chaleur humaine, la gentillesse, tous leurs a priori qui volent en éclats. Et ce miracle-là, qui est un miracle quotidien pour nous, qui faisons la passerelle entre différentes cultures, aujourd'hui, il faut le faire par Zoom. Bon, alors, c'est moins glamour. C'est moins facile. Donc ça, c'est un vrai challenge. En même temps, Israël, c'est un pays qui a toujours été isolé géographiquement, avec des accords de libre-échange avec toute la planète, sans beaucoup de relations avec ses voisins au niveau économique. Donc pour nous, c'est pas nouveau de travailler par le numérique, par le digital à distance, etc., de voyager pour aller voir nos clients. Mais là, on est en mode isolement, confinement, et on doit se réinventer, y compris dans la façon de faire des pitchs de start-up. Comment vous mettez en confiance un CEO à distance sans qu'il voit ses interlocuteurs? C'est le petit laïus d'entrée pour présenter une start-up, pour faire une impression et pour donner envie d'investir dans cette entreprise. Voilà. Donc c'est encore là aussi c'est un challenge. J'imagine. Tout à fait, puisqu'on peut en attendant faire beaucoup de choses. Si ce ne sont pas des investissements, on peut aider les startups à trouver des financements publics qui sont non dilutifs, comme on dit, c'est-à-dire qui ne vont pas souffrir dans leur valorisation. La startup va garder sa valeur absolue, les fondateurs et les investisseurs vont garder leurs actions et néanmoins trouver un prêt auprès d'une institution bancaire pour tenir jusqu'à 2021 minimum. On est parti dans une course qui au départ était un peu une course de vitesse pour essayer de réduire la voilure, devenir le plus lean possible, diminuer le burn rate, comme on dit. Et maintenant, on est rentré, je pense, dans une période de marathon où il faut tenir sur la longueur. Et cette longueur, elle a tendance à se rallonger, notamment en Israël, ces derniers temps. Donc ça, ce sera un autre de vos challenges. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, dans les années à venir, voilà, vous nous avez parlé de 2021, mais après, peut-être un peu plus loin encore, qu'est-ce qui va être un domaine porteur justement dans votre secteur du développement durable? Est-ce que il y a des domaines plus précis où il faudrait que mais un certain de nos étudiants, peut-être qui nous regardent, ou des gens qui s'intéressent, qui veulent monter peut-être une start-up, est-ce que on peut leur conseiller un domaine particulier qui sera porteur dans les années à venir?
Alors, c'est très difficile. Bah oui, c'est difficile de forcément. Faire des projections, mais oui, on peut, sachant qu'on a tous été disruptés dans ces mêmes projections qui étaient déjà des hypothèses. C'est clair. Donc, soyons très humbles. Disons que combiner aujourd'hui le digital, l'informatique et le développement durable, ça devrait être une recette gagnante. Surtout si on est basé en Israël. Donc, si aujourd'hui vos auditeurs sont basés en Israël et cherchent à se profiler au travers des études pour être suffisamment versatile et flexible, parce qu'il faut de la flexibilité, je leur dirais d'aller étudier quelque chose qui les intéresse et qui ne laisse pas de côté le digital et l'informatique d'une manière ou d'une autre, parce que ça leur permettra toujours de rebondir. Et donc, des études hybrides du type agronomie, assorties de géographie, assorties d'informatique, c'est toujours une bonne carte. Et la dernière chose, c'est penser immatériel, penser économie immatérielle. C'est-à-dire, on est dans un pays, en Israël, où il faut travailler à distance. On est dans une époque où, moi j'ai appris depuis très longtemps de travailler de chez moi, de limiter mes déplacements, de limiter mes impacts, limiter mes émissions de gaz à effet de serre occasionnées par le trafic, la perte de temps, la perte de qualité de vie. Donc oui, apprendre à travailler de chez soi et à fournir du service quand on le peut, qui soit aussi immatériel que possible. Et à côté de ça, paradoxalement, la vraie économie, c'est celle qui a le plus gagné pendant le corona. Elle a souffert des problèmes d'approvisionnement, de supply chain. Donc là, on va remodeler à l'échelle mondiale toutes nos théories autour du supply chain et revenir à plus d'autarcie, plus d'autonomie. Beaucoup de pays vont imposer probablement de la production locale. J'espère qu'Israël y viendra aussi. Ça donnera à certaines populations low-tech l'occasion de pouvoir travailler dans des secteurs hyper stratégiques pour leur pays. Okay. C'est vrai pour la France aussi. Et donc, relocaliser la production. Donc, d'un côté, l'économie réelle va gagner avec la corona et de l'autre côté, l'économie immatérielle. Et donc, chercher aujourd'hui à avoir moins d'impact environnemental, tant dans l'économie réelle, en produisant mieux, en consommant mieux, que dans l'économie immatérielle, tout ce qui s'appelle le Green IT, c'est-à-dire en ayant des pratiques liées à nos usages informatiques qui soient le moins consommatrices d'énergie possible. C'est un sujet que personne n'aborde. Tout ça, c'est très intéressant. C'est des métiers d'avenir. Des métiers d'avenir. Alors, juste une dernière question, parce qu'on est quand même dans une émission qui s'appelle Alia Story. J'imagine que aujourd'hui, c'est sans regret pour vous d'avoir choisi de revenir ici, d'avoir le parcours que vous avez eu. J'ai aucun regret sur la période que j'ai passée en France, aucun regret sur la période que j'ai passée en Afrique. Je me languis de la France aujourd'hui, d'autant plus que c'est compliqué. Pour l'instant, on peut, ouais. si besoin, on peut, mais c'est plus compliqué. Et donc, si on peut éviter, on évite. C'est déjà bien d'éviter des vols tant qu'ils sont aussi polluants. Donc, si en plus, ça se justifie pas parce que personne ne m'attend là-bas. Je dirais qu'auparavant, mes clients m'attendaient tous les 2 mois. Oui, c'était important. Aujourd'hui, je n'ai pas d'excuses. Je reste en Israël. Et donc, il y a Zoom. Je vous demandais si vous n'aviez pas de regret d'être ici, de vivre ici. Absolument aucun regret. Je pense que Israël s'enrichit de mon identité française et la France s'enrichit de mon identité israélienne. Et que je sers les 2 pays aujourd'hui. Donc, vous avez dit que j'étais présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Je suis conseillère du commerce extérieur de la France, c'est-à-dire pro bono. Donc, c'est une fonction non rémunérée. On est 16 en Israël. On représente la France, économiquement parlant, aux côtés de l'ambassade, qu'on aide par nos réseaux, puisqu'on est plus locaux, on va dire, et depuis plus longtemps en Israël, par nos connaissances, et on facilite le business entre les 2 pays. Donc, je continue à faire de la diplomatie, mais j'en ai plus besoin pour vivre. Plus besoin pour vivre, ça c'est génial. En plus, vous le faites aussi bénévolement. En tout cas, on était ravis vraiment de vous accueillir, de mieux vous connaître, parce qu'on voit passer parfois vos noms dans les articles. On vous suit, mais là, c'était vraiment intéressant. Alors, suivez-nous sur LinkedIn. Ah ben voilà, j'attendais. La page des CCE, Conseil du commerce extérieur Israël. Okay. Très intéressant. Tout ce que vous voulez savoir, y compris sur des positions, des jobs qui se libèrent. Donc, dès qu'on a une information sur un poste où il faudrait parler le français, on le met en ligne. Ouais, c'est très important, de suivre notre page.
La page Icar Innovation, pour ceux qui veulent faire du développement durable aujourd'hui. Peut-être investir, pourquoi pas. Ou investir dans les startups qu'on met en avant. Et aujourd'hui même, on a mis en avant Aleph Farms, qui est une société qui a été montée par Didier Toubia, un Français qui a fait son aléa aussi, et qui est du futur licorne, c'est-à-dire que licorne, elle vaudra un jour plus d'1 milliard de dollars. Écoutez-moi. Voilà, on vous écoute, on prend note, et puis en tout cas, vous nous avez fait rêver vraiment. Bravo pour votre parcours, pour votre implication, pour votre amour d'Israël, de la France évidemment. Et à très bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci Cathy. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.